bienvenue vraiment à cet atelier Les communes moteurs de la transition écologique, regard franco-allemand. Et bienvenue ici en salle et aussi devant les écrans. Moi j'ai fait une petite introduction en français, purement parce que ça, comme c'est déjà dit, c'est un regard franco-allemand. Donc on est très très heureux d'avoir aussi des participants allemands qui sont venus, malgré les circonstances, à Paris aujourd'hui et ici à Pantin, surtout dans le Nord. Ça, c'est Ramona Popp. Elle est la maire adjointe de Berlin. Elle est maire adjointe de Berlin et elle est ministre à Berlin de l'économie, surtout, mais aussi de l'énergie et aussi responsable pour les entreprises. Juste pour dire, Berlin, en Allemagne, ce n'est pas seulement une ville, c'est aussi un land, donc un État, avec un Premier ministre qui s'appelle le maire qui gouverne et des ministres qui sont appelés sénateurs à Berlin. Donc elle est en fonction et c'est une coalition qui est dirigée, menée par les sociodémocrates. Il y a les Verts et il y a le parti Die Linke, c'est un peu comme la France Insoumise, c'est cette coalition qui gouverne. Et Ramona Popp, pour les dire, il va y avoir les élections l'année prochaine. Et Ramona Popp, en ce moment, c'est une des personnages les plus populaires de Berlin. Donc il y a une très grande chance que les Verts vont gagner la mairie et le Land de Berlin l'année prochaine. Je suis aussi très heureux que Andreas Wolter est venu de Cologne. Andreas Wolter, il est maire adjoint de la ville de Cologne. Et là, en ce moment, il est en plein campagne électorale parce qu'il va y avoir les élections municipales dans le land de Nordrhein-Westfalen, qui est le plus grand land de l'Allemagne. Et ils vont avoir les élections municipales le 13 septembre. Donc malgré ça, il est quand même venu ici, vraiment merci beaucoup. Et il est aussi, et Andreas Wolter, il est aussi le président de la Climate Alliance, l'Alliance pour le climat. Ça, c'est le plus grand réseau des villes en Europe qui s'engagent pour une transition écologique. Il y a 1800 villes qui sont membres de 27 pays de l'Union européenne et lui, c'est le président de cette alliance. Donc là, on est vraiment très heureux aussi de dire de ça. Et je crois, il me semble qu'ici, il ne faut pas trop présenter les deux autres parce qu'ils sont bien sûr très très connus. Ici aussi, depuis un peu de temps, au minimum. Là, vraiment, merci beaucoup Jeanne Bersekian d'être venue ici. Et, vraiment. Et, comme vous savez bien, la nouvelle maire de la très très belle ville de Strasbourg, qui est nous comme fondation, une fondation politique allemande, proche des Verts allemands, qui travaille beaucoup dans les questions franco-allemandes et européennes. Pour nous, bien sûr, ça c'est un très très grand vraiment plaisir que maintenant on a une maire écologiste à Strasbourg, qui est quand même une sorte de pont franco-allemand, où on pourrait faire beaucoup de projets aussi. Et je dois aussi avouer pour moi personnellement, parce que moi je viens du sud de l'Allemagne et ma grand-mère, elle était encore née à Strasbourg. Donc là, vraiment, c'est un très très grand plaisir. Merci d'être là. Et David Béliard, qui est aussi, je crois, vraiment connu. Merci. Qui est aussi là, juste nouvellement élu comme maire adjoint de Paris. Vraiment, félicitations. C'est pour ça. Et David Béliard, qui a aussi travaillé, aussi d'ailleurs aussi avec notre fondation, sur les questions aussi franco-allemandes, des transitions écologiques et énergétiques et d'autres questions. Donc là, je suis vraiment très très heureux qu'on a vraiment un panel franco-allemand. J'ai aussi oublié à mentionner ce qui est important, que Jeanne Bersekian, on a vu aussi avant, elle parle parfaitement l'allemand, vraiment. Elle a aussi fait des études en Allemagne. Donc quelqu'un qui est elle-même aussi vraiment depuis assez longtemps dans le franco-allemand. Donc là, la question maintenant, c'est vrai parce que mon introduction était peut-être un peu plus longue que normalement, mais j'ai aussi dû faire ça parce qu'il y avait encore un problème technique avec la traduction. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris un peu de temps. La question c'est, est-ce que maintenant c'est bon ou avec la traduction et la technique c'est bon? Ça marche? Parfait. Merci beaucoup. Donc là on peut commencer.
Donc moi j'aimerais déjà commencer avec vous poser une question. D'abord une question au début. Maintenant, ou justement aussi en France, après cette vague verte qui était aussi très regardée par l'Allemagne, en Allemagne, les Verts, mais aussi dans le public en Allemagne et dans les médias et tout le monde était très impressionné par cette vague verte. Et ce signe est si important. Maintenant, il y a tellement des mers vertes et vertes ici en France, mais aussi pour des villes en Allemagne. Comment maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir aussi vraiment des majorités? Parce qu'on sait aussi que le taux de participation était très faible. Mais comment faire maintenant pour avoir des majorités dans les villes pour des projets et pour la transition écologique? Pas toujours facile, il y a beaucoup d'opposants. Comment faire ça? Comment avoir des majorités? Et lié avec cette question, à quel point c'est important de lier cette transition écologique avec une question, et c'est la question d'augmenter la qualité des vies. Parce que justement là, on a vu, c'était une campagne très dure. Ceux de vous qui étaient là pleinement dedans, je peux imaginer, vous pouvez même plus parler de ça avec toutes les attaques d'écologie punitive et autres qui vont se poursuivre. Donc justement, vu de ça, alors comment gagner maintenant aussi une majorité dans la ville, dans la population citoyens dans la ville pour les projets écologistes, et justement en les liant aussi avec cette question de comment est-ce qu'on peut justement vraiment améliorer la qualité des vies au quotidien pour les gens. Et j'aimerais commencer avec cette question avec Ramona Popp de Berlin. Ramona Popp. Ja, vielen Dank. Ich muss leider Deutsch sprechen. Durch eine frühere Fehlentscheidung in der Schule habe ich leider kein Französisch gelernt. Nicht alle Entscheidungen in meinem Leben waren gut, offensichtlich. Ich möchte vor allem erstmal nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch sagen. Ihr habt unglaublich was geschafft. Entschuldigung, Ramona, wir müssen doch kurz... J'ai lu le signe qu'il y a une traduction, mais là, je ne peux pas écouter une traduction. Au minimum pas en salle. Je ne sais pas si c'est mieux devant les écrans. Oui, l'idée, c'était normalement qu'il y a directement un son dans la salle. Donc, normalement, vous avez le son maintenant dans la salle de l'interprétation. C'est ça. Est-ce qu'il y a un son dans la salle? Ok. Entschuldigung. Ramona, bitte. Ramona. Ich sage das gerne nochmal. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlichen Glückwunsch zur grünen Welle in Frankreich. Das ist in Deutschland sehr deutlich wahrgenommen worden. Nicht von allen. On l'a bien perçu en Allemagne, ça n'était pas toujours salué, mais je pense que c'est vraiment un très grand succès. On vous félicite et on est vraiment très enthousiaste à Berlin, à Cologne, et on espère qu'on pourra donc aller avec vous avec cette vague verte. Si je pouvais parler un petit peu de Berlin. À Berlin, les Verts étaient très forts, 15, 16, presque 20% lors des élections, mais les Verts n'avaient pas la possibilité de gouverner à Berlin, donc c'était presque 20 ans, 30 ans, et seulement en 2016, avec la coalition, je suis devenue maire de Berlin et ministre-présidente. C'était donc un long chemin pour les Verts et les gens se sont demandé est-ce que les Verts sont capables de gouverner. Quand on regarde les sondages à Berlin aujourd'hui, on a la première place et on a vraiment bien réussi. C'est la question d'ailleurs centrale. Comment on peut avoir des majorités pour une transformation écologique? Je pense que les villes sont vraiment le bon endroit parce que les villes ont ce milieu urbain. Les villes veulent vivre autrement, veulent regarder autrement dans l'avenir et ils attendent une politique qui regarde vers l'avenir. Quand on regarde à Berlin, par exemple, les vélos, les gens qui prennent la bicyclette, c'est vraiment un signe que les gens cherchent une nouvelle structure de transport. C'est une autre répartition de l'espace public pour tout le monde qui a besoin donc de prendre un moyen de transport. Ce n'est pas une lutte contre la voiture, c'est tout simplement une répartition juste de l'espace public en assurant la sécurité pour tous les citoyens.
Et ça, c'est peut-être aussi notre force. On sait que beaucoup de gens sont derrière nous en faveur de ces moyens de transport nouveaux. Donc pour une nouvelle politique dans l'espace public. La même chose, on peut observer aussi dans les transports publics. Au cours des prochaines 15 années, on va investir à Berlin 25 milliards d'euros pour le transport public. C'est beaucoup d'argent pour élargir les réseaux de transport public et pour, par exemple, transformer aussi les bus en faveur de l'électromobilité. C'est un défi. Et quand on regarde un peu les conducteurs de bus, par exemple, disent « Ah, les bus électriques, c'est bizarre, je ne veux pas conduire un bus électrique. » Ce sont les discussions qu'on a avec les syndicats. Donc, il faut être convaincant. On a l'argent, on a encore de l'argent à Berlin, même s'il y a des changements aujourd'hui avec Corona, mais on doit convaincre les gens. Et ce sont des briques qu'on doit composer et on peut constater aujourd'hui qu'il y a des bus électriques, il y a une nouvelle infrastructure de transport à Berlin. C'est vraiment très important quand on a une certaine visibilité. On n'a pas changé tout en même temps, mais il faut avoir une visibilité de tout ce qu'on a fait et il faut aussi montrer qu'on a prévu autre chose encore pour les années à venir. Merci Ramona Popp. Vraiment, Ramona Popp, elle a justement souligné l'importance d'avoir une visibilité des projets qu'on a faits, que ça c'est vraiment visible et c'est aussi quelque chose qui change le quotidien des gens. Ça c'est quelque chose que toi tu as encore devant toi maintenant, comme maire de Strasbourg. Pour retourner à cette question, comment gagner des majorités maintenant dans la ville pour les projets pour la transition écologique et cette question de lien avec la qualité de vie. Jeanne. Merci beaucoup, très heureuse d'être avec vous et un honneur de pouvoir participer à une table ronde franco-allemande. Vous savez à quel point ça me tient à cœur et je vois déjà, ne serait-ce qu'avec les intervenants présents, les beaux projets que nous pourrons développer à l'avenir en coopération entre les villes françaises et allemandes et Strasbourg y prendra bien sûr toute sa part. Donc sur cette question de la manière dont on construit des majorités, finalement des majorités culturelles autour de projets écologistes, j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure, je ne vous refais pas le coup du teasing à 17h30, mais je raconterai plus en détail l'histoire de la campagne électorale. Mais toujours est-il que force a été de constater qu'à Strasbourg, on était à un moment charnière, à un moment de fin d'un cycle politique et au début d'un nouveau. Et que donc, il nous fallait inventer complètement un nouveau cadre politique et permettre justement à de nouvelles personnes de s'emparer de la question publique, de l'action publique. Et donc, ça a été notre prérequis l'année dernière de dire on va ouvrir très largement la dynamique autour d'un projet écologiste, social et démocratique. Je crois que dans ce terme de projet écologiste, social et démocratique, il y a déjà un début de réponse. Parce que souvent, quand bien même on sait bien que l'écologie politique ne se résume pas aux questions environnementales, eh bien pour encore beaucoup de personnes, ça reste le cas. C'est-à-dire, on nous le dit très fréquemment, oui, mais vous les écolos, de toute façon, c'est seulement les questions environnementales. Et le fait d'afficher, quand bien même pour une écologiste, ça me paraissait évident que ça incluait les questions sociales et démocratiques, mais le fait de le dire dès le début et de le fixer comme un socle, comme trois priorités indissociables et toutes à la même hauteur, eh bien, ça a clairement fait venir de nouvelles personnes dans cette dynamique strasbourgeoise. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de ne jamais opposer les enjeux, de ne jamais opposer les enjeux écologiques avec les enjeux sociaux et cet impératif de renouveau démocratique.
Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur le volet écologique, bien sûr, d'amorcer un certain nombre de grandes transitions. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, des transitions qui vont améliorer la vie des personnes, mais en se posant toujours la question de est-ce que ces changements et ces changements de comportement, qu'il s'agisse de la nouvelle manière de faire la ville, qu'il s'agisse des mobilités, qu'il s'agisse des questions d'habitat ou d'alimentation, eh bien, est-ce qu'on prend bien en compte la dimension de l'équité urbaine, de la justice sociale, et est-ce qu'on a bien impliqué l'ensemble des acteurs et permis, dans l'élaboration de nos décisions, d'avoir des espaces de délibération collective. Donc très clairement, c'est le lien entre ces trois enjeux qui, selon moi, fait la différence. Et peut-être juste, pour ne pas être trop longue, puisque je sais qu'ensuite on développera encore ces questions, quand je dis ne pas opposer les enjeux, c'est ne pas non plus opposer les personnes dans notre ville, ne pas opposer les quartiers entre eux. Je ne sais pas si vous connaissez Strasbourg, effectivement une très belle ville, mais souvent ce qu'on connaît de Strasbourg ou ce qu'on voit de Strasbourg, c'est son centre-ville, très beau, très riche, on peut le dire, hein, très bien conservé, restauré, un patrimoine culturel incroyable, et bien comme dans tant dans d'autres métropoles. Malheureusement, dès qu'on s'éloigne du centre-ville et qu'on va dans un certain nombre d'autres quartiers, eh bien, ce sont des logements dégradés, ce sont des manques de services publics, c'est pas d'espace de nature, pas d'aire de jeu, pas de commerce, parfois pas de transport collectif satisfaisant. Et ça, c'est insupportable. C'est encore plus insupportable dans une ville qui se réclame d'être capitale européenne des droits de l'homme. C'est tout simplement... Ce sont des conditions de vie indignes que nous devons prendre à bras-le-corps et prendre à bras-le-corps dès le début du mandat. Pour finir sur la partie démocratique, là aussi, essayer de construire des majorités. Alors, ce n'est pas simple parce que généralement, les sujets qui nous occupent sont des sujets complexes. La place de la voiture en ville, c'est un sujet complexe. On a des réglementations européennes et nationales qui vont nous inciter, et nous, les grandes métropoles, en priorité, parce que nous avons des niveaux de pollution de l'air très, très élevés, à prendre des mesures et des mesures drastiques très rapidement. Évidemment, ce sont des mesures qui ne font pas consensus sur le fait de faire reculer la place de la voiture dans la ville. Pourtant, Strasbourg n'est pas trop mal loti de ce point de vue-là, mais il y a encore beaucoup de résistance. Donc c'est là que les espaces de débat public, la manière de travailler dans l'ensemble des quartiers et aussi avec l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs économiques, va nous permettre, je pense, de lever progressivement ces verrous et de pouvoir avancer ensemble. En tout cas, de grands défis devant nous pour ces 6 prochaines années. Merci beaucoup, Jean. Andreas, justement, Jeanne a parlé des très très grands défis et je crois que la voiture, ce qu'elle a cité, c'est vraiment un symbole. Parce que justement, dans les villes, pendant des décennies, tout était construit autour de la voiture plutôt qu'autour des citoyens qui y habitent souvent. Et vous et toi, à Cologne, c'est un peu spécial, tu vas en parler aussi parce qu'il y a une maire, une femme, Erika, qui est indépendante, qui est membre d'aucun parti, mais qui est proche des Verts. Mais au sein du conseil municipal, il y a une majorité des Verts avec les conservateurs, qui ont été les grands défendeurs, surtout aussi pour la voiture et autres. Donc un peu de conditions spéciales. Par contre, il me semble que quand même, vous pouvez montrer pas mal de succès sur la question de transition écologique. Comment vous avez fait ça? Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Oui, merci. Je vais essayer de parler en français. Ce n'est pas parfait en français, mais je pense que c'est mieux avec la traduction. À la une, bravo et félicitations pour les grandes victoires que les écolos en France ont eues à la second tour et aussi à la première tour des élections municipales.
Et moi, j'ai des élections en 3 semaines, mais j'ai fait une pause pour apprendre et savoir les secrets de votre victoire. À Cologne, nous avons une majorité écolo et conservative. C'est pas, je pense qu'elle n'existe pas en France. Mais pour nous, c'est important comment on peut organiser des majorités dans la société à Cologne. C'est notre défi. Et maintenant, nous avons les élections en 3 semaines et dans l'agenda, c'est le changement climat, c'est très important dans notre ville actuellement, la mobilité. Et le 3e point, c'est les conséquences du virus corona. L'économie, c'est par exemple la digitalisation, home office, et aussi l'écologie, l'importance des espaces verts. Vous avez eu un confinement très dur en France et maintenant, même aussi à Cologne, les gens disent les bois, les parcs, c'est très important. Et autrement, dans le confinement à Cologne, beaucoup de gens ont utilisé le vélo pour aller au travail. Et c'est une grande opportunité pour la transformation de mobilité dans notre ville. Ma circonscription était conservative depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aux élections européennes, ça a changé. 37% pour les écolos, 22% pour les conservatifs. Et moi, je dis, la société, ça va changer en ce moment. Et ça, c'est la grande opportunité pour les écolos. Parce que aussi, les gens conservatifs changent leur habitude, comme aller au travail par vélo. Ils n'utilisent pas la voiture. Sont des exemples, je pense, c'est très, très important. Nous avons une coalition chrétien-démocrate, Verts et divers écolos à Cologne en ce moment. Nous soutenons la maire indépendante. Et aux élections, dans 3 semaines, nous avons 14 candidats pour la première maire et 13 listes pour les élections municipales. Ça veut dire, je pense, nous avons 11 ou 12 partis différents dans notre conseil municipal. Et ça veut dire qu'il faut être ouverte pour de nouvelles alliances. Pour nous, en Allemagne, c'est très important et je pense que la population dit oui, les écolos sont la meilleure partie pour défendre les services publics de l'intérêt général. Les eaux, électricité, chauffage urbain, transport public, métro, bus, location vélo, la télécommunication et surtout aussi les hôpitaux dans la Cologne. Nous avons eu bonne chance à Cologne avec le Covid-19. Seulement 50% des lits étaient occupés dans les stations intensives. Le premier point, pour nous, c'est le climat. Nous avons eu une urgence climatique aussi avec les conservatifs. Ils disent oui, nous avons une urgence climatique. Et ils ont adapté cette proposition de nous. Et c'est pour la société, c'est très bon si on a des grandes alliances à Cologne. Nous voulons être climat neutral de 2035 aussi avec les partis conservatifs. C'est très important d'avoir des grandes alliances. La durabilité et l'écologisation de la ville. La chaleur en cet été. Chez nous, les arbres, ils meurent. Comme ici à Paris, il n'y a pas assez de l'eau dans nos villes. Et ça, c'est un grand thème pour nous. Puis, là, j'ai dit déjà, pour Corona, les gens ont changé leur habitude. Ils utilisent le vélo, ils vont à pied. Ils n'utilisent pas le transport public, moins le bus, moins le métro, aussi moins la voiture. Et
comme ça, nous avons commencé de changer en 7 ans parce que des gens ont changé l'habitude. On peut changer aussi maintenant l'espace sur les roues, comme vous faites aussi à Paris. Puis très important, c'est aussi la participation publique. Et le dernier point, c'est très important pour nous parce que maintenant je suis en France et je viens d'Allemagne. Et la France et l'Allemagne, c'est très important pour l'Europe. Nous avons eu un traité d'Aix-la-Chapelle où il y a un fonds citoyen. Et je veux vous dire, c'est très important que les municipaux allemands et français travaillent ensemble pour l'Europe parce que les bonnes relations franco-allemandes sont les moteurs pour l'Europe et sont une compréhension européenne commune. La porte s'ouvre au nationalisme, racisme et dissociation. Et nous devons coopérer. Pour ça, c'est très important que votre maire sont engagés dans les réseaux européens comme CCRE, AFCCRE. Et là, on travaille ensemble. Et de la traité d'Aix-la-Chapelle, nous avons aussi un fonds citoyen pour la coopération franco-allemande. Ça, je veux vous dire, et engagement ensemble. Merci bien. Merci, André. Vraiment, merci, Andreas. Justement, Andreas, il a mentionné, il me semblait quelque chose de très, très important, que vous voulez juste mentionner aussi ici. Il y a ce fonds citoyen qui a été créé dans le traité d'Aix-en-Chapelle, qui a été mis en place là, pendant la pandémie. Il y a dans ce fonds actuellement encore plus que 2 millions qui sont là pour des projets franco-allemands, pour les citoyens dans les communes. Donc vraiment, allez-y, parce que si ce n'est pas utilisé cet argent cette année, ça veut dire que peut-être il va y avoir moins l'année prochaine. C'était vraiment un projet qui était mis en avant. Donc je voulais juste vraiment inciter tout le monde à essayer de faire des projets autres avec ça. Là, j'aimerais poser une autre question, justement aussi commencer avec Ramona Pop. Ah pardon, David. Pardon, David. Avant qu'on fait, mais cette question c'est aussi lié, bien sûr, avec ce que je voulais dire avec toi. Déjà, premièrement, la première question, comment faire avancer des projets écologistes? Ils sont peut-être juste... Bon, il y a aussi beaucoup de problèmes à Paris avec bord de Seine et tous ces projets-là. Il me semble que parfois, il y a quand même déjà un certain soutien pour des projets écologistes, quand même, comment avoir ça, et lier ça avec la qualité de vie. Et j'aimerais quand même directement aussi que tu pourrais déjà dire quelque chose sur un autre aspect aussi, c'est justement comment faire face à ce décalage entre les villes et aussi les territoires dans cette situation, qui est aussi un décalage, bon, on va voir les conséquences de la pandémie, mais quand même qui est un décalage qui est aussi une très très grande préoccupation. David. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux de participer à cette table ronde franco-allemande, parce que je crois beaucoup que les territoires, les villes, les grandes métropoles doivent être actrices dans l'élaboration et dans la construction européenne. Et que ce vieil adage du local au global, eh bien, il est plus que jamais vivant, et que nous devons, nous, par notre action au niveau local, eh bien, participer à l'élaboration aussi d'une Europe qui soit une Europe forte, une Europe ouverte, une Europe généreuse, et qui combat, et qui, à mon avis, est un des remparts ou un des outils pour combattre le repli nationaliste et raciste qu'on peut trop souvent observer sur nos territoires. Alors à Paris, je voudrais juste reprendre ce que disait Jeanne. On a de la même manière, comme dans toutes les grandes villes, vu une transformation de l'opinion publique sur les questions écolo. Même si les résultats électoraux, mais on n'est pas là pour faire l'exégèse des campagnes électorales, mais même si les résultats électoraux n'ont pas été, ne sont pas traduits de la même manière, par exemple, comme à Strasbourg ou à Lyon, l'une des questions principales de la campagne des municipales a été la question du leadership sur l'écologie. C'était ça, un des points qui était un des points importants. Donc on voit bien
qu'il y a globalement dans l'opinion publique, et notamment dans l'opinion publique des grandes villes, je vais y revenir, eh bien, un cliquet qui s'est passé parce que tout le monde voit, comme nous toutes et tous, eh bien, qu'il y a une accélération des dérèglements climatiques qui fait de plus en plus chaud. Et oui, on a ces mêmes sujets. Nous sommes à Paris dans une ville qui est une ville extrêmement minérale. Nous manquons d'espace vert. Hein. C'est 5 mètres carrés, 6 mètres carrés si on enlève Vincennes et Boulogne. C'est 6 mètres carrés d'espace vert par habitant à Paris. Donc c'est vraiment extrêmement peu. Et on voit bien qu'il y a, évidemment, ça pose des problèmes qui sont des problèmes majeurs en termes d'adaptation à la nouvelle donne climatique. Un chiffre que j'avais souvent l'occasion de dire pendant la campagne électorale, lorsqu'il fait une période de chaleur comme aujourd'hui, le matin, la différence de température entre le centre de Paris et 30 km d'ici, c'est-à-dire dans une zone qui est une zone soit semi-urbaine, soit rurale, elle est de 7 degrés. Il fait 7 degrés plus chaud à Paris, dans le centre de Paris, en sortant de chez vous lorsque vous êtes un urbain, que lorsque vous habitez dans une commune en Île-de-France et que vous pouvez bénéficier bien de la fraîcheur de la nature. Donc on voit bien que nous sommes dans des villes qui sont des villes sous tension environnementale et sous tension aussi sociale, parce que évidemment, je partage complètement l'idée que la question écologique est une question qui ne se réduit pas uniquement à la question environnementale, mais elle est aussi, évidemment, elle embrasse les problématiques qui sont les problématiques sociales et les problématiques démocratiques. Moi, juste, si je devais, puisqu'on le temps est compté, juste insister sur 2 points. Sur la question de la majorité culturelle, comment on obtient la majorité culturelle, ou comment moi je vois plutôt cette transformation des représentations dans l'opinion publique. D'abord, je pense que notre projet et que les écologistes, ils font une promesse, et qui est une promesse souvent d'ailleurs tenue lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est la promesse d'abord de la réappropriation. La réappropriation, les villes ne sont plus, en tout cas dans une majorité des urbains, eh bien quelque chose qu'on leur impose. Et on le voit dans les mobilisations sur les projets qui sont des projets inhumains, ce que j'appelle des projets inhumains, c'est-à-dire qui ne sont pas à taille humaine. Par exemple, on a eu ces dernières années à Paris des mobilisations contre la tour Triangle, une énorme tour de 180 mètres à Porte de Versailles qui traduit une vision de la ville, à la fois de l'accaparement des ressources, de la concentration des pouvoirs et des emplois, puisque c'est une tour uniquement de bureaux, à plusieurs centaines de millions d'euros, mais qui est aussi un projet imposé. C'est-à-dire que ce projet, il n'a pas été discuté. Et évidemment qu'il n'a pas été discuté, parce qu'il ne répond en rien ni aux enjeux et aux problématiques qui sont les nôtres et qui sont celles des villes aujourd'hui, qui sont des villes sous tension, encore une fois, climatique et sociale. Et puis il ne répond en rien à l'aspiration à une meilleure qualité de vie. Personne n'a envie d'avoir aujourd'hui des tours de 180 mètres de haut, même s'ils sont faits par des architectes de renommée internationale. Donc on a cette volonté de réappropriation. Et la question de la voiture, c'est pour moi exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la question des mobilités en tant que telles. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi, dans mon intitulé, j'ai voulu mettre la question de la transformation de l'espace public. Parce qu'on n'est pas juste en train d'avoir une politique qui est une politique soit pro-vélo, soit anti-voiture. On est sur une politique qui est de la réappropriation de l'espace public. Et cette réappropriation de l'espace public, elle se traduit par, disons, le fait de casser un peu, moi, ce que j'appelle les 10-30-50. 10, c'est 10%. Il y a moins de 10% des déplacements à Paris qui se font avec la voiture. 30%, c'est le taux de Parisiens et de Parisiennes qui possèdent aujourd'hui une voiture. C'est très peu. 7 Parisiens sur 10, aujourd'hui, ne possèdent pas de voiture. Évidemment, c'est super cher et en plus, on ne peut plus les garer. Donc, en fait, les gens se débarrassent de leur voiture parce que c'est une contrainte. Et 50%, c'est l'espace public qui est encore aujourd'hui attribué à la voiture. C'est-à-dire que vous avez 10% des transports, des déplacements, qui accaparent 50% de l'espace public. Si vous pensez l'espace public comme un bien commun, eh bien, ça se traduit par une privatisation, par une petite minorité d'un bien commun qui s'appelle l'espace public. Et lorsqu'on est à Paris,
et où les gens habitent dans 30 mètres carrés en moyenne parce que c'est hyper cher et donc que du coup, la terrasse de café du bas de chez vous, eh bien, c'est une sorte de pièce supplémentaire où vous allez faire votre anniversaire, vos fêtes et voir vos potes, eh bien oui, ça pose un problème d'avoir autant d'espace public accaparé par aussi peu de monde. Et c'est cette question de réappropriation qui est une question profondément démocratique et une question d'égalité, de justice que nous sommes en train de renverser. Et c'est la raison pour laquelle on fait bien entendu des pistes vélo, mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on réduise la question écolo juste à la question du vélo, même si c'est extrêmement important. On piétonise aussi les abords des écoles. On sort la voiture. Piétoniser les abords des écoles, c'est pas juste faire emmerder, excusez-moi du terme, les automobilistes. C'est redonner de l'espace aux enfants, redonner de l'espace à la communauté éducative, parce que cet espace, eh bien, on va discuter lors des concertations citoyennes sur ce qu'on veut en faire. Et globalement, ce qu'on aimerait en faire, on en discutera, c'est d'y planter des arbres, de remettre de la nature, parce que tout ce qu'on va récupérer, vous savez, on est un peu comme les Robins des Bois. Hein, on reprend de l'espace à des gens qui en ont beaucoup, et puis on le redonne à des gens qui en ont peu, et puis on voit ce qu'on en fait ensemble. Eh bien, ça, c'est une des volontés, en tout cas, ça, je pense que c'est une dimension qui parle aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté, eh bien, de nouveau, d'être acteur de sa ville, d'avoir une ville à taille humaine, et de pouvoir décider de ce qu'on fait avec, par exemple, ce bien commun qui est l'espace public. Et enfin, si j'ai encore 2 minutes... Une minute. Une des promesses très fortes, à mon sens, des écolos, c'est la question de l'égalité ou de la réconciliation. Jeanne, tu en as parlé sur juste les fractures territoriales qu'il peut y avoir, d'ailleurs au sein des métropoles. Souvent, on parle des métropoles comme des endroits hyper riches, mais n'oubliez jamais que les inégalités les plus fortes se situent au sein même des métropoles. À Strasbourg, mais c'est aussi vrai à Paris, 20% de la population dans le 19e vit en dessous du seuil de pauvreté. Le 19e, c'est à quelques mètres d'ici. Donc, n'oubliez pas que c'est là où on a vraiment des inégalités qui sont des inégalités extrêmement fortes. Et je finirai juste sur la question de la réconciliation. Moi, je crois profondément que notre projet est un projet de réconciliation. Réconciliation parce que c'est un projet qui cherche la justice sociale et qui travaille sur ces questions d'égalité, égalité territoriale, égalité sociale, et surtout qui travaille aussi sur l'égalité des territoires au sens large, c'est-à-dire que les métropoles, elles ont été pensées comme des outils ou plutôt des traces géographiques conquérantes d'un système libéral qui est un système d'accaparement des ressources où il faut être toujours plus gros, toujours plus fort pour pouvoir s'insérer dans une grande compétition internationale des métropoles au travers du monde. C'est ça la vision qu'on avait des villes, c'était des villes conquérantes. Eh bien moi je pense qu'il faut sortir de cette approche de la compétition pour entrer complètement dans une approche de la coopération, de la réconciliation, notamment avec les territoires ruraux. Et c'est particulièrement vrai pour une ville comme Paris. Vous savez, je vais finir. L'un des enjeux très politiques, la critique qu'on nous fait très fort dans le débat public, c'est que nous sommes des écolos, ce ne sont que des bobos de centre urbain qui ne comprennent rien et qui s'opposent aux gens qui connaissent bien la vraie vie en milieu rural. Eh bien, je pense que c'est complètement faux, déjà, pour commencer, mais je ne vais pas développer, parce que sinon je vais me faire taper. Mais la deuxième chose, c'est que je pense que nous pouvons, au sein des métropoles, montrer que ce n'est pas ça, en travaillant sur des questions de coopération, sur retisser le lien. Et encore une fois, peut-être que je le développerai tout à l'heure, à Paris, nous avons un projet extrêmement fort, c'est la question de l'avenir du périphérique. Ce périphérique, c'est 4 millions d'automobiles qui passent tous les jours sur cette autoroute urbaine en plein milieu de la ville. Il faut aujourd'hui que nous quittions ce modèle qui est un modèle autoroutier sur le tout automobile. Et la façon dont nous allons le faire, eh bien, elle doit être non pas d'imposer ce nouveau modèle, mais plutôt d'en discuter, notamment avec les territoires voisins, pour recréer du lien, parce que cette frontière, parce que c'est une véritable frontière, c'est une barrière, ce périphérique, vous ne pouvez pas le dépasser, vous ne pouvez pas le traverser. Eh bien, il faut que de cette frontière, nous fassions des ponts. Merci, vraiment merci.
Avant de faire un deuxième tour ici sur le panel, j'aimerais quand même profiter de quelque chose que je trouve presque extraordinaire, c'est qu'on est dans une vraie salle, ensemble, et qu'on peut faire vraiment un peu d'échange, donc de prendre aussi vos questions, parce que je peux vous dire, après des mois, avec que des conférences en ligne, ça fait vraiment plaisir. Malgré toutes les limitations avec masque et tout ça, et limitation de nombre, mais quand même, c'est vraiment très très grand plaisir. Donc là, j'aimerais justement vraiment vous donner la possibilité pour quelques questions qu'on va rassembler et puis justement faire un deuxième tour. Oui, là, vous avez déjà une première question. Bonjour, merci pour votre intervention. J'aurais une question en fait, à nos amis allemands en fait, sur la question des coalitions. Je pense que ce qui différencie beaucoup en fait, les Français et les Allemands, c'est la question de la négociation avec notre parti. On a vu que ça posait beaucoup de problèmes pendant les élections municipales. Est-ce que vous pourriez expliquer en fait, le fonctionnement en fait, de la démocratie allemande lorsque vous négociez pour créer une coalition en fait, au niveau des villes? Merci. Ok, très bien. Une question sur les coalitions qui est très spécifique pour le modèle allemand. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois une question aussi. Une question pour Ramona, pour le modèle Berlin, je suis très impressionné. Est-ce que la vague écoféministe arrive aussi en Allemagne comme en France? Ok, est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Là, il y a une question, oui. Non, je n'avais pas vu tout de suite. Merci. Alors, par rapport à la problématique sociale, dans toutes nos grandes villes d'Europe, par rapport à l'extrême pauvreté, on remarque qu'il y a beaucoup de sans-abri, de personnes sur les trottoirs qui dorment dans les rues. Alors nous, les grandes villes vertes, qu'est-ce qu'on va faire? Donc les gens qui dorment dans les rues. Oui, donc là, on a 3 questions. Ok, je vais prendre une dernière, et là, vraiment, parce qu'on avait déjà que des hommes, donc vraiment, maintenant, ça serait à vous, madame. Et là, après, malheureusement, on doit quand même continuer. Bonjour, ma question portait sur la comparaison entre l'Allemagne et la France. Est-ce que vraiment cette transition dans les villes est transposable dans un pays centralisé comme le nôtre, où tout est bloqué au niveau étatique et où les régions n'ont pas vraiment de liberté, en fait, notamment au niveau des services publics? Merci, c'est aussi une question très très importante, des différences justement, est-ce qu'on peut vraiment comparer d'ailleurs, discuter. Moi j'aimerais ajouter une petite question de mon côté, c'est justement aussi maintenant une question qui préoccupe beaucoup de gens, c'est bien sûr la crise de la pandémie et aussi les conséquences économiques. Là, par exemple, Andreas Wolter, il est dans l'hôtel où nous, comme fondation, on loge les gens, il est le seul en août dans un grand hôtel à Paris, ce qui, je n'ai jamais vu une chose pareille, donc ça montre quand même à quel point on a vraiment un problème pour tout ce qui est l'économie, l'hôtellerie et autres. C'est la même situation à Berlin. En ce moment, donc, dans cette situation aussi, comment relancer l'économie avec une transition écologique et solidaire au niveau de ville. Donc tous les plans de relance, comment les utiliser justement pour ça. Et là, et j'aimerais peut-être, il y avait aussi une question directement à toi, Ramona. Ce serait à toi. Ja, vielen Dank. Das waren Merci beaucoup. viele Fragen. C'était pas mal de questions. Attendez. In Zürich, alles doppelt. Wo fange ich an? Ja, Donc, j'aimerais commencer avec la vague écoféministe. Donc, je l'espère, j'ai commencé avec les Verts il y a 20 ans en raison de la politique féministe, parce que c'était le seul parti qui, à l'époque, avait des femmes à leur tête. Il y a aujourd'hui des changements, mais je pense que c'est bien en lien avec ce que vous disiez. Nous voulons modifier l'avenir, c'est bien sûr solidaire, mais aussi juste au niveau des sexes. Ça fait partie de notre politique, bien sûr. La question sociale et économique vont de pair. Pendant longtemps, Berlin était plus faible que les autres Länder de la République fédérale. C'est dû à l'histoire de Berlin, la guerre, la division et aussi un exode assez important
Donc, il y avait un long chemin que Berlin a derrière soi. On peut constater aujourd'hui que Berlin n'est plus la capitale de la pauvreté. On a aujourd'hui l'argent, on a pu donner des allocations de logement et on a pu les tripler parce que les gens paient des impôts, parce qu'on a des recettes. Et on peut donc voir que la prospérité économique permet d'être solidaire et d'avoir une politique sociale directement dans notre ville. Berlin ne vit pas de l'industrie. Berlin vit des réseaux dans le monde du tourisme. C'est vraiment un domaine économique très important pour Berlin. Je parle du tourisme d'affaires. Il y a des congrès à Berlin. Les gens se retrouvent à Berlin. Et après, il y a la digitalisation. Je pense que 50 à 60% des salariés dans ce domaine viennent d'autres pays. Donc, Berlin vit de l'échange. En raison du confinement, Berlin a énormément souffert parce que cet échange n'est plus possible. C'est aussi le côté émotionnel qu'il faut garder en tête. La crise sanitaire nous a mis devant des défis énormes, mais on est aussi en mesure d'apprendre de ces défis. Et il faut apprendre que la digitalisation est un sujet d'avenir. La digitalisation et la décarbonisation vont de pair. Donc, la digitalisation est plus pauvre. Par exemple, en CO2, on peut voir dans la politique d'énergie que sans décarbonisation ou sans digitalisation, la décarbonisation n'est pas possible et vice-versa. Et donc, il y a un potentiel dans les grandes villes. Il y a des personnes qui veulent vraiment agir. Et je pense que personne ne peut dire que l'écologie et la justice sont deux choses différentes. Il y a des conflits, bien sûr. Il faut être sincère au niveau de la politique, par exemple du logement. C'est un sujet très important à Berlin. La ville s'agrandit. Donc, si on veut construire plus rapidement et moins cher, les gens disent, voilà, il faut peut-être renoncer un peu à l'énergie. Donc, on a commencé à construire avec des constructions en bois. Donc, c'est plus rapide et en même temps, c'est très bien au niveau de l'environnement. On peut donc constater que des personnes vivent dans des domaines, dans des rues où il y a énormément d'émissions. D'autres vivent dans des maisons et ils n'ont pas la nécessité d'envoyer, par exemple, leurs enfants dans des parcs où il y a énormément d'émissions. Et je pense donc qu'il faut vraiment assurer que la qualité de vie augmente pour tout le monde. Il faut avoir un espace public qu'on peut utiliser ensemble. Surtout les personnes qui ne peuvent pas passer leurs vacances, par exemple, près de la mer. C'est important, surtout pendant les mois d'été. Ce sont donc des questions qui sont inséparables. Et ça, il faut l'expliquer aussi à nos partenaires rouges. On parle par exemple chez nous de la fraction de latte macchiato. Je pense que la justice et tout ce qui est écologie va main à la main et il faut négocier. La dernière négociation de coalition 2016 a duré 3 mois. J'ai presque vécu pendant 3 mois dans notre mairie. Je suis venue le matin, je suis rentrée à 2 heures la nuit, j'ai pris une douche et je suis retournée pour continuer à négocier. Donc ces négociations sont dures, mais ça marche. Il y a des problèmes et il y a des choses qu'on n'a pas pu, par exemple, ancrer dans ces traités de coalition. Mais ça marche. C'est peut-être la différence. Ça marche avec la CDU, ça marche avec les SPD. J'ai entendu que la CDU est même fidèle en ce qui concerne les coalitions. Ce sont néanmoins des négociations très dures. Et ensuite, on a
créer une base qui doit être respectée par tout le monde. Un dernier aspect concernant les coalitions. Une coalition, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est le cuisinier et l'autre est le garçon. Non, tous les deux doivent travailler ensemble et il faut assurer que les social-démocrates suivent et il faut que les Verts suivent. C'est pour cette raison qu'ils ont besoin de ce projet. À la fin, il y a des milieux différents qui vont se retrouver afin d'avoir des majorités. Les coalitions ne marchent pas si on s'empêche mutuellement. On dit à Berlin, il faut permettre aux autres partenaires de la coalition d'avoir des succès. Ça, c'est vraiment un message très important pour tous les coalitions. Merci, Ramona. Vraiment. Ja, vielen Dank, Ramona. On a cette transmission qui est très bien. Also wir haben diese... On est un peu comme à la télévision, donc on n'a plus beaucoup de temps, justement. Donc là, vraiment, brièvement aussi, Jeanne, oui, s'il te plaît. Oui, je voulais répondre à deux questions, celle qui concernait les sans-abri et l'autre par rapport à notre système très centralisateur français. Donc sur la première question, enfin, la liste que j'ai conduite pendant la campagne, il y a eu des engagements très très forts dans l'accompagnement et la protection des personnes sans abri dans notre ville, parce que bien sûr, et ça a été dit, on concentre énormément de pauvreté et Strasbourg ne déroge pas à la règle, hein, avec 25% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Et de nombreuses personnes qui vivent encore dans la rue ou dans des squats. Donc plusieurs choses. La première, je m'y étais engagée et ça a été l'une de mes premières mesures, le fait d'abroger un arrêté anti-mendicité qui avait été pris. Qui avait été pris par le maire précédent. Et tout à l'heure, je disais, il y a des choses qui sont insupportables. Ça fait partie des choses insupportables. C'est-à-dire, non seulement on n'apporte pas de réponse à la misère, mais en plus, on nie la misère et on cherche à l'invisibiliser. Donc, cet arrêté, c'était tout à fait ça. Le fait de dire que dans le centre-ville, à l'endroit où il y a les boutiques les plus chics, pendant l'été et le marché de Noël, c'est-à-dire pendant les périodes touristiques, il fallait surtout pas que des personnes qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait envie de montrer de notre ville puissent stationner à certains endroits. Donc voilà, vous comprenez la logique. Donc ça a été la première mesure, mais je suis d'accord, ça ne règle pas le problème. Un engagement qui a été pris, qui avait été travaillé par un collectif citoyen qui s'est inscrit justement dans cette dynamique très forte pour les municipales, c'était de créer des places d'hébergement d'urgence, un objectif de création de 500 places d'hébergement sur le mandat. Ça ne relève pas directement de la compétence de la ville, mais plutôt que de dire c'est l'État, on s'en occupe pas et de se renvoyer la balle, eh bien, on a dit nous prenons notre responsabilité et dès nos premières semaines d'exercice de mandat, nous avons lancé l'appel à candidature pour les associations pour la création des 100 premières places d'hébergement, dont 50 pour les femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales. Ça ne répond pas à tout, mais c'est un début. Et juste rapidement, peut-être, sur la question de la centralisation, c'est une toute autre question, mais je m'y essaye quand même. Je suis convaincue que les villes, les territoires sont une échelle justement d'action forte pour entamer ces transitions et ces transformations profondes de notre société. C'est vrai que notre système français centralisateur ne nous y aide pas. Mais c'est là, je suis convaincue que nos réseaux de villes, et notamment nos réseaux de villes européennes, pourront nous permettre, et du coup comme ça me permettra peut-être de conclure aussi sur cette partie-là, nous permettront en coopération de peser et d'aller chercher des moyens, et notamment des moyens financiers, au niveau national et au niveau européen, qui nous permettent d'agir dans nos territoires. Et là, oui, nous avons la possibilité d'action, nous avons la possibilité de transformer les villes. J'ai bien retenu qu'il y avait 2 millions d'euros pour des projets franco-allemands. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Merci. Très bien, merci. Je suis désolé, je ne peux pas redonner la parole à Andreas et David. Je vous invite vraiment de parler avec eux ici et de prendre la possibilité qu'on a échangé ici, parce qu'on va vraiment maintenant
s'en arrêter là, parce qu'à cause de la transmission, je voulais juste aussi finir justement à dire vraiment merci à vous, les panélistes ici, pour vos participations. Merci à vous et vos participations et vos attentions. Et aussi, je crois, hier, on a parlé beaucoup de créer un réseau des maires verts en France. Et vraiment, je me suis posé la question, pourquoi pas créer un réseau des maires verts français et allemands. Et nous, comme fondation, on aimerait vraiment soutenir ça. Merci. Merci à tout le monde.